C'est Patrick. Bernard de Montréal a déjà écrit que l'homme n'a ultimement qu'un seul maître et tuteur, lui-même. Pouvez-vous clarifier ce qu'il voulait dire par ceci? Oui, certainement. L'humain, avant d'être dans la phase d'évolution consciente, est dans une phase d'évolution inconsciente, et avant d'entamer son évolution forcée parce que inconsciente, il est en phase d'expérience involutive. Donc, que ce soit à un stade d'évolution ou à un autre, le long de cette trajectoire, je déclare également que l'humain ne peut que se fier à lui-même. Donc, si un être est dans la phase d'involution, il est inconscient et il ne peut se fier qu'à son plan incarnatoire et au programme que constitue son karma. Il n'a rien d'autre. Donc, qu'il se fasse emberlificoter, comme on dit au Québec, par un gourou d'une secte ou quelqu'un qui prétend être conscient ou avoir la science infuse, et qu'il se fasse dévier de ce plan incarnatoire, ceci peut se produire, et ceci rallonge le temps qu'il mettra pour arriver à la destination de la prochaine étape de son processus. OK. Donc, il ne peut se fier qu'à lui-même. Ce lui-même, dans le cas d'un être en évolution, donc inconscient, ce lui-même étant son lui-même préincarnatoire. Il ne peut donc se fier qu'à la qualité de son plan de vie, ainsi qu'à la présence bienveillante de son esprit dans une autre dimension de laquelle il n'est absolument pas conscient. Donc, son esprit utilisera le matériel de son plan incarnatoire ainsi que de son karma pour l'amener à des expériences qui l'amèneront éventuellement à passer à la prochaine étape d'évolution. Et lorsque ceci se produit, ce n'est que par lui-même, c'est-à-dire ce qu'il conçoit comme étant lui-même, son ego et sa psychologie matérielle, ainsi que ce qu'il ne sait pas qui est lui-même, c'est-à-dire son esprit et sa lumière. Donc, il ne peut se fier qu'à ceci. Étant inconscient, il ne peut se fier réellement à sa lumière et à son esprit, puisqu'il ne sait pas qu'ils existent. Et même s'il le sait dans sa tête, en tant qu'information, il ne peut communiquer avec eux ou recevoir leur communication. Donc, ceci ne fonctionne pas pour lui, mais il ne peut se fier qu'à sa psychologie en tant qu'ego, qui est programmée d'une façon à lui permettre d'avancer le long de sa trajectoire. Donc, il ne peut se fier qu'à lui-même. Il n'a donc que lui-même comme seul maître et tuteur possible. Bon, lorsque lui-même, en tant que maître et tuteur, a inclus dans son plan incarnatoire ainsi que son karma les vicissitudes de la croyance ou même de la fanatisation sectaire pour aller à la limite, il pourra s'embarquer dans une religion. Mais ceci fait encore partie de ce qu'il crée comme plan incarnatoire pour l'aider à s'avancer. Donc, ultimement, il n'a pour maître que lui-même, même si, de manière intérimaire, il vivra l'expérience de croire à quelque chose d'autre, de croire en un maître, un gourou, etc. Donc, ceci peut faire partie du processus. Mais ceci, faisant partie du processus, a également une fin qui, dans les meilleures situations, cette fin arrive bien avant le décès. Donc, si un être vit cette expérience, il vivra après avoir terminé cette expérience, qu'il n'a que lui-même à féliciter et remercier d'avoir pu vivre cette expérience et d'avoir pu s'en sortir. Et d'avoir grandi en conscience grâce à ceci. Donc, si j'ai bien compris, à travers tout son programme incarnatoire, son karma, tout ça, peu importe les méandres que la personne suit, il en reste que il ou elle demeure toujours seul maître à bord, même si elle en est inconsciente, même si elle suit un gourou, même s'il s'embarque dans une religion. Ou finalement arriver éventuellement à quelque chose d'autre, à s'en sortir. Oui, il peut être manipulé. La manipulation, nous n'aimons pas ça. Mais la manipulation fait partie des expériences que l'ego inconscient doit vivre afin d'acquérir sa propre conscience. Donc, avant d'avoir la faculté
de choisir seulement sa lumière et son esprit comme repère. Il n'a évidemment pas cette faculté. Mm-hmm. Avant de l'avoir, il ne l'a pas. Et donc, il doit vivre une expérience qui va éventuellement lui donner cette faculté. Mm-hmm. Donc, cette expérience, elle fait partie de ce que lui-même, dans son état de savoir et de vision intertemporelle de sa propre évolution, accepterait et déciderait comme expérience, puisqu'elle lui donne accès à cette conscience qui lui permettra de n'être, si on veut, redevable qu'à lui-même, plutôt que d'avoir un maître, mais d'ici là, il aura un maître, et ça fait partie de son expérience, et ça fait partie de son expérience que lui-même, en tant qu'intelligence préincarnatoire, choisirait pour lui-même afin de lui donner cette faculté, de choisir seulement de se référer à son esprit. Donc, même pour l'être qui est dans une secte, éventuellement, il en viendra à réaliser que c'est lui-même qui a décidé d'aller dans cette secte, même inconsciemment. Le matériel pour que cette décision inconsciente soit prise provient de lui-même en tant qu'intelligence préincarnatoire. Donc, j'ai déjà dit que sur Terre, en incarnation, chaque humain est dans son propre petit laboratoire, habillé de son sarrau tout blanc et qui fait sa propre expérience. Donc, si chacun est seul dans son laboratoire, de qui dépendons-nous? Seulement de soi-même. Mm-hmm. Seulement de la substance de ce que l'on est. Oui, il peut y avoir des interférences et des manipulations qui font partie de, justement, ces expériences de laboratoire. Mm-hmm. Mais de là à dire que notre expérience de laboratoire n'est pas viable parce qu'il y a eu des interférences, mais si notre expérience en est une qui concerne les interférences, alors attention. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que prétendre que un gourou est néfaste, par exemple, Mm-hmm. ou retarde l'évolution, présuppose qu'il y a quelque chose à l'extérieur de l'être qui peut modifier le parcours de l'être. Mm-hmm. OK. Et ceci est loin d'être démontré. On peut démontrer que certaines catégories d'influence ralentissent le parcours de l'être. Ceci, c'est démontré. Mm-hmm. Ceci, on le sait. Mais Oui. qu'il change le parcours de l'être, ceci est rare. Ceci n'est pas démontré. OK, donc toute expérience, en quelque part, fait partie des possibilités incarnatoires d'un être, fait peut-être partie de son plan, en tout cas. C'est pas quelque chose qui peut vraiment lui avoir été imposé de l'extérieur. Si c'est quelque chose qui lui est imposé de l'extérieur, cela peut arriver. Mais lorsque ça arrive, cette imposition provenant de l'extérieur faisait partie des paramètres de son plan tel qu'établi par son intelligence en état préincarnatoire. Mm. Donc, on avait vu le coup venir. OK. Donc, lorsque, avant de s'incarner, l'humain qui crée son plan de vie ne le crée pas comme un attardé avec un gros crayon de cire sur un carton recyclé. Il le crée avec intelligence, précision, une instrumentation psychique et immatérielle, mais une instrumentation de très haut raffinement pour en arriver à créer ce plan. Donc, on n'est pas chié dans la matière, on est amené dans la matière d'une manière scientifique. Donc, chaque élément de notre plan de vie, pardonnez-moi, elle me fait rire, chaque élément de notre plan de vie est soigneusement choisi et ses interactions avec les autres éléments de notre plan de vie sont soigneusement analysées et examinées par une intelligence multidimensionnelle dont nous n'avons pas la faculté de nous imaginer l'ampleur et les facultés. Donc, considérons ceci avant d'accuser quelqu'un de dévier quelqu'un d'autre de son parcours. Mm-hmm. Donc, si ceci vaut pour l'être en involution, l'être absolument inconscient, cela vaut d'autant plus pour l'être qui commence une initiation, donc une évolution inconsciente et forcée malgré ce qu'il croit être lui-même, et, évidemment, encore plus,
lorsque l'être devient conscient. Donc, lorsque l'être devient conscient, ça n'est pas dire que son évolution est terminée. Ça veut simplement dire qu'il réalise les paramètres de son évolution. Donc, ce plan incarnatoire, élaboré si soigneusement par une intelligence multidimensionnelle qu'il ne pouvait auparavant pas s'imaginer, il commence à acquérir les facultés de cette intelligence multidimensionnelle qui a élaboré ce plan de vie, et il commence à pouvoir le comprendre, ce plan de vie, ainsi que les interactions de ces divers éléments, ainsi que le parcours que ces éléments tracent derrière lui ainsi que devant lui, et ainsi, à partir du moment où l'être devient techniquement conscient, à partir de ce moment-là, il peut prendre les rênes en main. C'est-à-dire que, avant d'être conscient, son expérience lui arrive, si on veut. Donc, ce sont des choses qui se produisent dans sa vie et il est forcé de s'ajuster en fonction des événements qui se produisent. Mais, dès qu'il est conscient, il peut déjà savoir que il a besoin de, par exemple, de raffiner son discernement ou que, par exemple, sa colère relève d'une certaine programmation excessive ou, peu importe le trait psychologique dont il s'agit, il peut y avoir des événements ou des traits psychiques et psychologiques qu'il va regarder et dire « Ah, voici ce qui est prochain au programme. Donc, voici la prochaine chose qui devra être transmutée dans mon évolution et prendre action proactivement pour la première fois. » Avant ceci, il ne peut pas être proactif dans son évolution. Il doit la subir. Oui. Comme un pauvre hère qu'il est. Donc, dans l'incompréhension de ce qui se produit et pourquoi, et la très grande souffrance d'être un être en initiation, puisque si nous parlons des gens qui commencent leur évolution, ils sont en initiation, c'est-à-dire qu'ils sont inconscients et ils font face aux forces de l'esprit et de la lumière qui transigent directement avec les éléments de son plan de vie et de son karma. Donc, auparavant, avant d'être en initiation, il était aux mains des forces astrales qui sont beaucoup plus gentilles. Ceci semble contradictoire ou inattendu comme affirmation. Mais les forces astrales vont utiliser la carotte pour pouvoir se servir du bâton. Donc, on attire l'humain à mettre sa main dans le broyeur à viande en lui disant « Il y a un lingot d'or au fond de ceci, va le chercher. » Et puis on démarre le moulin à viande. Donc, et ça fait mal. Donc, c'est une image pour dire comment les forces de l'esclavage sont gentilles. On vous donne un bonbon, on vous donne un autre bonbon, on vous donne un autre bonbon, mais il y a un peu d'héroïne et de cocaïne dans chaque bonbon, vous ne saviez pas. Et puis, après quelques semaines, à avoir un bonbon à chaque jour, ça vous prend votre bonbon toujours. Donc, vous continuez dans la direction où on vous donne votre petit bonbon, et vous voyez que vous vous mettez dans la merde très sérieusement. Au bout de l'expérience, donc peut-être pas arrivé à la fin, mais après plusieurs instances d'une expérience, on peut commencer à comprendre peut-être que finalement, elle n'est pas avantageuse, même si elle semble être très avantageuse au début. Donc, attention au plaisir. Les religions véritables nous ont avertis relativement au plaisir. Elles l'ont fait sans conscience, sans intelligence. Elles ont dit le plaisir, c'est mal. Le plaisir, ce n'est pas mal. Le problème, ce n'est pas le plaisir. Le problème, ce sont les forces qui se servent de notre faculté de ressentir le plaisir pour nous mettre en esclavage. Cela, c'est mal. Et cela, ça fait mal. Donc, si on regarde tous les plaisirs, il y a toujours une force d'esclavage derrière. Mais si un être est conscient, il peut avoir un très grand plaisir dans sa vie sans transiger avec ses forces, mais il doit l'avoir acquis, ce droit. Donc, c'est ceci que permet l'évolution. C'est d'acquérir le droit du grand plaisir de la vie sans le malheur de la vie. Si vous dites que les forces astrales sont gentilles dans leur manière d'attirer l'humain dans le piège, alors que dire des forces cosmiques? Oui, les forces de la lumière sont d'une froideur absolue. Elles fonctionnent au zéro absolu, donc
lorsque on dit c'est Patrick qui n'est pas du tout sympathique dans sa façon de s'exprimer, je comprends très bien. Je réalise ceci. Pour moi, c'est évident parce que je vibre au niveau du plan de la lumière et ce qu'on dicte, c'est l'absolu. Donc, ce plan vit en absolu. Il ne se demande pas si vous trouvez ces dictées ou ces énoncés un peu raides. Il vous dit, voici, avalez ceci ou ne l'avalez pas, faites comme vous voulez. Alors, on dit, ouais, ben, si on avale ça, c'est difficile, ça passe mal. Tu aurais pas un peu de miel pour mettre dessus? Non! Il n'y a pas de miel. C'est ce qu'on dit. Avale ou avale pas, du con, on s'en fout. Alors, l'esprit parle ainsi. Il ne parle pas avec ses mots, mais il vibre cette qualité que je rends avec ses mots, qui est, on s'en fout que tu trouves ça raide. Tu avales et tu vis, ou tu n'avales pas et tu crèves. Fais ce que tu veux. Alors, c'est cette grande froideur qui amène les gens à dire que cette expression que c'est Patrick n'a pas l'expression très sympathique ou chaude, c'est la froideur simplement du plan de la lumière. Alors, lorsqu'on dit qu'ils ne sont pas gentils, c'est qu'ils n'ont aucun égard pour la psychologie de l'ego. Donc, n'ayant aucun égard pour ceci, et lorsque je dis aucun, je veux dire aucun, pas un petit peu d'égard pour la psychologie de l'ego, ça les rend antipathiques, oui, ça rend les forces de l'esprit et de la lumière antipathiques à la psychologie de l'ego. Mais c'est justement que la psychologie de l'ego, elle est tissée de tout ce qui refuse la clarté éblouissante du plan de la lumière. Donc, dire un, c'est comme dire l'autre. Mais à ce moment-là, la personne qui écoute, par exemple, c'est Patrick, qui vient en contact avec les intelligences de la lumière, disons, ou les forces de la lumière, doit quand même être à un point de sa vie où cette personne-là est en mesure d'en retirer quelque chose, même si elle trouve ça à la limite antipathique ou difficile à avaler ou écouter. Peut-on dire ça? Vous savez, dans les années 1980, je suis allé quelques fois dans les conférences de Bernard de Montréal et arrivant là-bas, j'arrivais et il y avait un nuage de fumée de cigarettes dans la salle qu'on ne voyait pas le fond de la salle. Alors, qu'est-ce que les gens retiraient d'aller voir Bernard de Montréal, d'aller à ses conférences? Ils en retiraient de fumer 2 paquets de cigarettes pendant la conférence, de se regarder entre eux et se dire mutuellement, nous sommes tellement intelligents que nous comprenons ce qu'il dit. Alors, dans la psychologie de l'ego, ceci, c'est une récupération pour les fins de l'orgueil, mais ce que Bernard de Montréal disait n'était pas destiné à cette récupération. Cette récupération, c'était dans l'expérience de chacun. Et puis, lorsque ses poumons l'ont forcé à arrêter de fumer et de faire des conférences pour non-fumeurs, 80% de l'auditoire a disparu. Parce que là, on ne pouvait pas se targuer d'être des fumeurs intelligents, de fumer intelligemment. N'est-ce pas? D'accord. Donc, c'est un exemple de... Il doit y avoir quelque chose pour l'ego. Il n'y a rien pour l'aspect psychologique de l'ego dans ce que les plans de la lumière offrent. Il n'y a rien de rien. Ce qui compte, par contre, c'est que pour les rares êtres qui sont mis en initiation, c'est-à-dire qui sont mis dans des situations où la psychologie de leur ego est déculottée, c'est-à-dire que psychologiquement, ils réalisent qu'ils sont absolument incompétents à mener leur vie. Ceci, c'est la toute première réalisation de l'ego en initiation. À partir de ce moment-là, on est en initiation. Avant ça, on est un ego inconscient dans son évolution. Et ceci, c'est très agréable comparé à l'initiation qui débute, comme je dis, lors de la prise de conscience que psychologiquement, nous sommes absolument incapables de mener notre vie à bien. Et ceci, c'est un grand choc pour l'être. Donc, ce n'est qu'à partir de ce moment où on commence l'évolution
Et l'évolution se caractérise par une transmutation graduelle du matériel qui compose la psychologie de l'ego. Autrement dit, c'est une destruction de l'aspect psychologique de l'être, forcée sur l'être, à partir du moment où il réalise que cette psychologie est incapable de le permettre de mener sa vie à bien. Donc ceci le soulage graduellement, mais c'est très douloureux puisque l'ego croit que cette psychologie, c'est l'entièreté de son être, alors qu'en réalité, c'est le charlatan qui se fait passer pour lui, qui se nomme la psychologie de l'ego. Pourrait-on boucler la boucle en revenant, en faisant un lien avec ce que vous venez de dire et ce qu'on disait au départ par rapport à l'énoncé de Bernard de Montréal quant au fait que l'être est ultimement le seul maître à bord? Je paraphrase. C'est pas exactement ce qu'il a dit, mais bon. Oui, excellent point. Revenons-y, puisque nous ne sommes pas allés si loin. Éventuellement, lorsque l'être en arrive à son initiation, et que ce qu'il croit être, ce parasite qu'il croit être, qui est l'aspect psychologique de son être, se fait déchiqueter par quelque chose, ce quelque chose de très froid, ce quelque chose de très froid qui n'a aucun égard pour sa psychologie, ce quelque chose, c'est lui-même sur un autre plan. C'est lui-même sur le plan de la lumière. Donc il est toujours demeuré au contrôle, si on veut. Un contrôle très lointain pendant l'involution, mais un contrôle de plus en plus direct des événements de la vie, des éléments du psychisme lorsque l'initiation se produit et que l'évolution débute. D'accord. C'est Patrick, merci pour cet éclairage. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.